Bonjour, voilà. Bienvenue au webinaire L'humain au cœur de la réussite des projets. Je vais démarrer par une question classique dans les webinaires. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? De façon à ce que je démarre quand c'est bon. Donc voilà, dites-moi dans la conversation si c'est bon, si vous m'entendez bien. Je regarde. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans le groupe? Parlez-moi, dites-moi quelque chose. OK, merci Aurore. Donc, je vous propose que l'on démarre. On est ensemble pendant une petite heure pour travailler sur un sujet extrêmement important ces derniers temps. Alors, il y a plein de sujets extrêmement importants, mais on va partager un sujet qui est vieux comme l'humanité, hein, c'est la capacité à réussir ensemble des projets. Mais ces derniers temps, avec l'accélération du temps, le fait que ça bouge, la capacité à réussir ensemble des projets est vraiment devenue une priorité. Et on va bien différencier pendant tout le webinaire les méthodes, les outils, les livrables qui sont importants, hein, mais c'est pas ça qui fera réussir un projet, hein. On peut avoir des superbes méthodes, des super outils. Si les humains et les humaines au cœur du projet les utilisent pas, bah, les outils resteront lettre morte. Et donc, je vais vous partager pendant le webinaire le retour d'expérience qu'on a chez Ecos Concept depuis une bonne vingtaine d'années sur le sujet. Et l'idée aussi, hein, c'est par moment, je vous solliciterai, c'est d'avoir vos questions, vos remarques, vos commentaires, et puis on se gardera du temps à la fin du webinaire pour que je réponde à vos questions s'il y en a. Je suis Jérôme Boquet, j'ai fondé Ecos Concept il y a fort longtemps, et donc je veux partager ce qu'avec nos intervenants, on a pu faire remonter. Alors, la présentation, vous l'aurez à l'issue de ce webinaire, et puis bien évidemment, si vous avez des questions ou des points pour aller plus loin, on est là pour ça. Alors, ce que je vous propose dans la conversation, hein, dans le chat, c'est de me mettre, bah, finalement, qui vous êtes, quel est votre poste, quel est votre métier, et puis finalement, pourquoi est-ce que vous êtes là? Quel sujet vous vous posez, quelles questions vous avez, quelles réflexions vous aimeriez que l'on partage, de façon à ce que j'adapte, mon webinaire, à vos questions, hein. Donc qui êtes-vous? Votre rôle, est-ce que vous êtes manager? Est-ce que vous êtes chef de projet? Est-ce que vous êtes, responsable formation? Et puis, quelles sont vos attentes ou une question que vous vous posez, hein, voilà, on va attendre quelques instants que d'autres personnes se connectent, et puis je vais démarrer. Donc, dites-moi, dites-nous, hein, pourquoi est-ce que finalement vous avez décidé d'investir une petite heure sur un sujet tel que la réussite des projets? Donc j'attends pour voir si des choses arrivent. Donc écrivez, hein, comme on est en synchrone, vous écrivez, et puis moi je regarderai, au fur et à mesure. Un responsable formation, d'accord, excellent. Et puis, est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a un point, quelque chose, coordination de projet, hein, le alors pendant 1 heure, je vais dire des horreurs, non, je vais dire des horreurs. C'est-à-dire volontairement, je vais polariser, hein, je vais parler des trains qui arrivent en retard. Il y a plein de moments, il y a plein de choses qui vont super bien, mais l'idée, ça va être aussi de voir les constats et de mettre en avant, des points saillants, mais il y aura toujours une nuance. Carrière de manager en commerce, ouais, OK. Responsable projet et formation, et cetera. OK, top. Donc, et si vous avez une question ou un point que vous souhaitez qu'on traite, soit je le traiterai au fil de l'eau, hein, soit alors à un moment donné, bah, je ferai une parenthèse pour aborder ce sujet. La la présentation, le webinaire va être en plusieurs étapes. Je vais commencer très rapidement en présentant, qui est Ecos Concept. Bah, finalement, de la réussite des projets, de quoi parler? Un temps, le plus grand temps sur, bah, c'est quoi renforcer la capacité des personnes à réussir les projets, et puis on se laissera du temps pour le question-réponse, même si, bah, si vous avez déjà, participé à certains de mes webinaires, enfin voilà, je rebondis, je précise des éléments. Alors, j'ai déjà enregistré des webinaires précédents sur, renforcer la capacité des acteurs, renforcer leur résilience, sur renforcer la capacité à prioriser, sur passer de manager hybride à manager adaptatif, et cetera. Et aujourd'hui, je vais parler de la réussite des projets, qui est très complémentaire de la réussite des changements, d'accord? Et on va voir ensemble qu'il y a des éléments qui sont, similaires.
Alors, Eikos Concept, on intervient depuis donc 1991, et oui, ça fait assez longtemps, sur plein de sujets et on intervient à 2 niveaux, aussi bien au milieu sur les modalités, hein, que ce soit en salle, à distance, en synchrone, en asynchrone, et cetera, mais aussi sur les sujets. Et à force de travailler avec des multiples clients sur des sujets, on a acquis une vraie expertise dans la capacité à renforcer justement la capacité des acteurs. Et aujourd'hui, je vais parler de renforcer la capacité des acteurs à réussir les projets. D'accord? Juste pour vous dire un petit peu, d'où on parle, voilà quelques exemples de clients avec qui on travaille, où on a travaillé récemment sur la réussite des projets. Vous voyez, ça peut être des ONG, ça peut être la grande distribution, ça peut être, des mutuelles, ça peut être, des administrations, ça peut être des régions, ça peut être du BTP, ça peut être des labos, enfin et j'ai pas fait une liste exhaustive et c'est très clair que, bah, un projet, par exemple, de construction d'une installation nucléaire, bah, ça aura pas les mêmes contraintes de projet que moi avec 2 personnes, un projet à faire pendant 15 jours. Il y a des choses qu'on fera dans les 2, puis il y a des choses qu'on devra faire dans un projet, qu'on fera peut-être moins dans l'autre et c'est cette importance de dimensionner ce qu'on va faire qui va faire aussi une grande partie de la réussite. Donc je vais partager des éléments qui sont ressortis comme étant des éléments forts. Dans certains univers, ces éléments vont très, très bien. Dans d'autres, bah, c'est des éléments à développer. Dans certains univers, c'est un peu plus de méthode. Dans d'autres, c'est un petit peu moins parce qu'on passe beaucoup trop de temps à faire de la méthode et beaucoup moins à réussir le projet. Alors, ce que je vous propose, hein, c'est justement qu'on avance un petit peu sur c'est quoi la réussite d'un projet et si on regarde, c'est une définition comme une autre. Après, j'aurais pu prendre celle du PMI ou autre, le Project Management Institute, mais le mode projet d'après l'AFNOR, c'est un processus unique ou en tout cas, dans le processus, il y a des choses uniques, des activités coordonnées et maîtrisées avec date de début et date de fin pour atteindre un objectif qui va répondre à des exigences avec des contraintes. D'accord? Et je vous ai mis à droite ce dessin que j'aime bien. Et c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'expérience par rapport au projet, qui ont l'impression qu'il faut tout faire, tout bien, dans le temps imparti, avec le budget dont on dispose. Dans le projet, par définition, on fera des choix. Et ça, c'est une notion importante. Hein, c'est normal qu'on ait des choix à faire. C'est normal qu'on fasse remonter le fait qu'on veut bien faire tout ce qui est demandé, mais ce n'est pas possible, donc il faut faire des choix. Et si on n'a pas cette notion en tête, il y a beaucoup de gens qui croient qu'un projet, c'est comme une activité classique. Et si on regarde, ces derniers temps, si on catalogue, on peut avoir des projets extrêmement différents. Ça peut aller moi, mon projet individuel, moi j'ai un projet, j'ai un délai et puis je vais faire des étapes pour avancer. Ça peut aller de j'ai un projet, on a 15 jours, on a 3 semaines, on a un mois avec une ou 2 personnes. Ça peut être on a un projet dans l'équipe. Ça peut être je me retrouve à contribuer à plusieurs projets. Ça peut être on a un projet dans lequel tout est nouveau, il y a beaucoup d'incertitudes, ce qui peut être différent de projets dans lesquels ça va être 5 qui est en mode projet. On a des gros projets, on a des méga projets et on a plein de projets. Donc je vous propose de mettre dans la conversation quels sont les projets que vous avez actuellement. Est-ce que c'est 1, 3, 5? Voilà. C'est quoi les chiffres qui vous concernent actuellement? Bah, j'ai plutôt des projets individuels, vous mettez 1. J'ai des projets individuels, plus un projet d'équipe, plus des gros projets, vous mettez 1, 3, 6 et 8. D'accord? Parce qu'actuellement, on n'a plus un projet à la fois, on en a plein. Donc, vous en êtes où, vous, dans les projets que vous avez, dans votre besace? Que je vois un petit peu, s'il y a des c'est quoi vos types de projets que vous avez? Donc 3, 4, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 8, 1, 3, 5, 8, oui, OK. 4 contributeurs dans plusieurs projets, hein. On a maintenant on met en place des actions de formation pour des acteurs projets qui sont dans plein de projets et chaque projet a l'impression qu'on est dédié à 100 à son projet. D'accord? 2, 3, 4, OK. Voilà, top. Voilà donc, hein et on n'aura pas les mêmes choses à faire, ni les mêmes actions. J'étais ce matin en réunion avec un client où on va travailler sur les chefs de projet, sur les managers des chefs de projet pour qu'ils comprennent, bah, le chef de projet, il est en même temps dans l'équipe, mais en même temps, il travaille sur un projet. Puis on aura aussi des actions auprès des acteurs projets, des contributeurs pour qu'ils organisent par rapport à différents projets. Donc on n'aura pas les mêmes besoins et par rapport à ça, il y a un chiffre très intéressant. Alors vous savez,
comme disait Churchill, hein, je ne crois aux statistiques, enfin, je crois aux statistiques que j'ai moi-même trafiquées, mais ce qui est intéressant, c'est les chiffres. C'est si on regarde les résultats actuellement des projets. Alors, je suis allé voir The Standish Group. Depuis 2014, ils ont audité 40 000. Alors, ce sont des projets informatiques et c'est aussi un piège et beaucoup de gens croient que le mode projet, c'est pour de l'informatique et en 2020, le constat, c'est qu'il y a 31 des projets qui sont dans le vert, c'est-à-dire ils ont atteint l'objectif dans les délais avec les ressources. Il y a 50 des projets qui sont en difficulté, c'est-à-dire on n'atteint pas le résultat ou on l'atteint avec beaucoup de difficultés, beaucoup de surcoûts, beaucoup de retard ou c'est pas exactement ce qu'on voulait et il y a 19 des projets qui ont fait pchit, qui se sont plantés lamentablement. Ça veut donc dire qu'il y a 69 des projets dans lesquels il y a des difficultés. Alors ces chiffres évoluent au fil des années parce que dans beaucoup d'organisations, on a mis en place des actions. Mais un des pièges qu'on peut avoir, c'est que quelquefois, vous allez avoir quelques personnes très affûtées sur les projets qui sont amenées à travailler avec plein d'autres personnes et quelquefois, bah, ils ne se comprennent pas. Hein, on va me demander de faire un planning, mais moi je ne vois pas l'intérêt du planning et cetera. Donc à votre avis, quelles sont les causes d'après vous du fait qu'il y a, 69 des projets qui ont des difficultés et il y en a 19, qui se plantent lamentablement? D'accord? À votre avis, quelles sont les principales causes à votre expérience? Et qui peuvent être liés à votre environnement ou au type de projet. Dites-moi, dites-nous, voilà, faut bien que je pense à descendre à descendre la barre parce que je vois pas forcément, voilà. Donc d'après vous, c'est quoi les causes? Là où les causes que vous avez rencontrées dans votre environnement, en sachant que j'avais commencé à faire un listing des causes et j'aurais pu remplir 3 pages. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'après vous, pourquoi? Qu'est-ce qui a amené donc pas l'adhésion des interlocuteurs. Oui, la communication. Alors, communication, quelquefois trop ou pas assez, mauvais management. Un mauvais management du projet ou mauvais management des acteurs projets. Bosser en parallèle plutôt qu'ensemble. Alors, on a beaucoup, et on le constate, hein, pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur réussir ses priorités dans un monde qui bouge. C'est pas que je ne voudrais pas travailler en mode projet, c'est juste que j'ai tellement de boulot qu'on n'a pas le temps de se voir. Les tensions, projet trop ambitieux, ouais, mauvaise communication, pas de temps suffisant dédié au chef de projet. Alors ça, beaucoup d'organisations sous-estiment le fait que bah, coordonner, communiquer, aller voir, etc., ça prend du temps en plus de l'action de réalisation. Objectif mal défini. Ah, ne pas savoir prendre de décision. Oui, hein, on voudrait le sens du travail, la gestion du temps, pas de cadrage ni de coordination, les projets imposés aux équipes. Youpi! Ne pas oser parler de ses peurs, sous-estimation des ressources. Oh bah ça, hein, allez, en 3 jours, c'est fait. On ne parle pas le même langage. On peut avoir dans la même organisation, des langages qui ne sont pas les mêmes, des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Absolument, voilà et hein, tout ça va dépendre des organisations, des situations. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est je vais présenter des éléments, je vais balayer avec vous les points importants, sachant que selon les situations, ça peut être tel point ou tel autre. Alors, en demande politique incohérente avec l'opérationnel, alors on peut avoir un écart stratosphérique entre ce qui est demandé, ce qui sera utilisé, ce qui sera fait, avec des acteurs qui en ont assez de travailler pour rien, hein. Alors, comme me disait un jour un de nos clients, on fait des usines à gaz, le seul problème, c'est qu'on ne vend pas de gaz. Hein, donc pas d'accompagnement au changement, pas d'analyse d'impact, oui, dépassement de budget, hein, alors quelquefois c'est prévu à l'avance, on sous-estime. Alors, si on regarde, hein, de façon très simple, pour nous, la réussite d'un projet, c'est ça fournit une solution utile, utilisable et utilisée. Et très souvent, on confond la solution technique avec le à quoi on veut arriver. Le projet n'est pas réussi parce qu'on a déployé un nouvel ERP ou parce qu'on a déployé une nouvelle organisation. Ça, on va dire, c'est l'aspect technique. Mais le projet sera réussi parce que la nouvelle organisation a amené ce qui était prévu, a fait en sorte qu'on atteigne les objectifs. Mais la nouvelle organisation n'est pas l'objectif du projet, c'est le moyen. Et on peut avoir des équipes projets qui sont missionnées sur le côté technique, mais on ne travaille pas sur le reste. Moralité, ils ont fait leur boulot, mais si on croit qu'acheter un outil, va résoudre un problème, c'est qu'on méconnaît la façon dont la nature humaine fonctionne. Donc le projet est réussi parce que la solution sera utile, utilisable et utilisée et qu'on atteint bien les objectifs qui avaient fait qu'on s'était mis en mode projet.
d'accord? Et ça va être important et on va avoir par rapport à ça 4 grandes dimensions qui sont les finalités, les utilisateurs ou les besoins, les méthodes qui sont en dessous et à droite, les acteurs dans le projet, les parties prenantes, d'accord? Et les 4 dimensions seront importantes. Alors, on va avoir classiquement au niveau des finalités, le contexte, les enjeux, les objectifs, mais les objectifs pour l'organisation. L'objectif, c'est par rapport au pouvoir public c'est de pas se faire dépasser par un concurrent, c'est et cetera. Ça, c'est l'enjeu au sein de l'organisation, hein. On va avoir ensuite, bah, oui, mais les utilisateurs, il peut y avoir un écart entre les enjeux et le besoin réel. D'où la nécessité de co-construction, à condition de l'avoir prévu. Hein, si on crée une solution en chambre, et qu'on construit pas avec les utilisateurs certains éléments, ça marchera moins bien et comme vous l'avez évoqué, l'appropriation, c'est pas le jour où on déploie la solution qui a été amenée, qu'on a retrouvé une nouvelle facilité, d'accord? Vous avez ensuite, point très important, les outils, les référentiels, et cetera et tout ça, c'est important, mais très souvent, on pense que la conduite de projet ou la gestion de projet ou la réussite de projet, c'est uniquement ce point-là. Alors oui, les outils sont importants, mais si on met des outils en se trompant d'enjeu, en passant à côté des utilisateurs, c'est raté. Et puis vous avez le dernier point, ce sont les acteurs, les commanditaires, l'équipe projet, le chef de projet, les parties prenantes qui, elles, vont intervenir à l'intérieur. Et la réussite du projet, c'est des acteurs qui vont utiliser des méthodes communes et utiles pour réussir le projet. Alors après, selon les types de projets, il y a des fois les méthodes seront plus ou moins structurantes et importantes, mais j'étais la semaine dernière avec un client qui s'est rendu compte qu'ils avaient acheté un outil pour gérer les projets qui était surdimensionné par rapport aux besoins des personnes dans les projets. Bah, ils ont acheté un outil alors qu'il n'était pas adapté aux besoins. Ils m'ont dit finalement avec 3 post-it ou Excel, on s'en sortirait très bien. Voilà, donc ça sera important de partir, on est bien sur réussir le projet en s'appuyant sur ces différentes dimensions et certains projets vont nécessiter des méthodes très développées, d'autres nécessiteront d'avoir des points de repère et des méthodes moins développées, mais qui seront adaptées au projet et ça, c'est important que cette notion de dimensionnement soit partagée par les acteurs. Donc, si on regarde, hein, on a bien la solution, le quoi on veut arriver, on a bien l'organisation, les référentiels, les habitudes, et cetera, hein, et on a bien les acteurs avec circulation dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, dans l'équipe, et cetera. Et comment je vais associer les différentes parties prenantes, le client ou le commanditaire, hein, si on est interne ou externe, l'équipe projet, et puis toutes les personnes qui vont être autour, les managers des personnes de l'équipe projet, et cetera. Et ça, cette dimension est importante parce qu'elle vient compléter les autres dimensions. Et si on regarde, il y a 3 niveaux dans lesquels on va travailler. Le premier niveau, c'est moi dans le projet. Moi en tant que chef de projet, moi en tant que responsable de l'eau, moi en tant que manager donnant des ressources au projet, moi en tant que contributeur, moi en tant qu'expert, moi en tant que et cetera. Moi en tant que commanditaire. On intervient aussi chez certains de nos clients pour que les commanditaires comprennent bien quel est leur rôle. Ni trop présent, ni pas assez. On a le deuxième point, ces interactions dans l'équipe projet, entre les acteurs. Effectivement, il ne suffit pas d'être nommé pour que ça fonctionne. Il faut se voir, il faut se parler, il faut partager des éléments communs. Il y a par moment, on avance séparément, par moment, on avance ensemble. Et puis, il y a toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'environnement qui va faire que le projet va réussir. Ça peut être la relation avec le commanditaire, ça peut être la relation avec les utilisateurs, avec les experts, avec tout un tas de gens. Et on a bien ces dimensions. Et ces dimensions vont faire la réussite du projet. Alors, j'ai repris quelques éléments, hein, que nous disent nos apprenants, qui sont tout type de participants. Ça peut être des chefs de projet, des responsables de l'eau, des chefs de programme, des commanditaires, des formateurs qui déploient les projets. Et voilà un petit peu un florilège de ce qu'on a. Bah, on l'a eu, hein. Moi, je suis sur 3 projets en plus de mon activité et je ne vois plus le jour. On en a, il y a des référentiels, ils me disent: «Mais attendez, vu la taille du référentiel, il y a 80 livrables à remplir, il est urgent de rester dans notre coin, j'ai peur qu'on me demande de tout appliquer». Hein, il y a des fois, les gens me disent: «Mais on fait des plannings, mais de toute façon après ils sont pas gérés et puis il y a trop de planning et puis moi je comprends rien», Alors dans beaucoup d'organisations, il y a bien évidemment des gens expérimentés, hein, on est d'accord, mais très souvent, ils sont disponibles sur les grands projets, alors que sur les autres projets, ils ne le sont pas, alors que
À notre expérience, c'est parce qu'on aura réussi des petits projets qu'on sera capable de faire des gros projets et pas l'inverse. Hein, quand on a des moyens, c'est plus facile. Quand on a pas moins de moyens, il faut être bon. Alors, grand classique, hein, dès que le projet est fini, la phase de bilan, hop, on la zappe, surtout quand le projet s'est bien passé, on passe à autre chose. On fait rarement des retours d'expérience. Et puis, hein, et ça, c'est un petit coup de pied à quelquefois, il y a des formations projets qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire, on va prendre une méthode pour développer des outils informatiques pour des gens qui ne font pas de l'informatique. Par contre, si on enlève tout ce qui est spécifique à l'informatique et qu'on va sur les fondamentaux, ça peut être utile pour plein de personnes. D'accord? Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est on va donc travailler sur renforcer la capacité à réussir en mode projet. On va regarder la situation actuelle, on va regarder le futur ou désiré, on va regarder, finalement qu'est-ce qui se fait déjà que de réparer un truc, qui est pas cassé. On va voir les écarts, est-ce que c'est plus 2, pas assez 2? Quelles sont la cause? Et puis on va voir, ce qu'on pourrait faire pour avancer. Hein, quelquefois, c'est un peu plus de planning, quelquefois, c'est un peu moins de planning, quelquefois, c'est un peu plus de, poser des questions commanditaires parce que ça demande des flous. Quelquefois, c'est la liste au Père Noël, bah, si on essaie de tout faire, c'est pas possible, donc il faut qu'on priorise et cetera. Donc je vais présenter des éléments, différents, mais ensuite, en fonction du réel, selon les cas, on fera plutôt l'un ou plutôt l'autre. Alors, un point important, hein, et ça, c'est un point fondamental, ça va être important de renforcer la capacité et les compétences des personnes dans l'équipe et on aura 4 notions. Le premier, c'est de sensibiliser sur le fait que ce point-là, c'est important. Le deuxième, c'est bien sûr de donner des repères et des éléments, mais si on s'arrête là, ça marche pas. Ce qui va être important, c'est de faire le lien, ce qu'on appelle l'apprentissage et le transfert. Parce que à la fin d'une action, de formation, de sensibilisation ou autre, l'important, c'est pas qu'ils sachent qu'il y a des méthodes projet, qu'il y a des outils, qu'il y a des livrables. C'est qu'ils adaptent leur façon de fonctionner pour être plus efficaces. D'accord? Et donc, par rapport à ça, on va voir que dans les points à renforcer, il y aura bien sûr des aspects de process et de méthode, et il y aura aussi des aspects d'interaction et de relation entre les personnes. OK? Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble, hein, je vais balayer avec vous les grands éléments sur lesquels on est sollicité. Alors c'est jamais tous en même temps et puis ensuite, s'il y a des questions ou des points, je les approfondis. Ensuite, on verra, s'il y a des questions, des points que vous aimeriez, que je traite en détail. Allez, c'est parti. Donc, premier point, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, de la réussite du projet. Et c'est important parce que trop souvent, le risque, c'est de démarrer par les outils. On va démarrer déjà par le pourquoi, avant le comment. L'objectif, on se met en mode projet parce qu'on veut augmenter, hein, parce qu'on veut faire en sorte que le projet réussisse, qu'il ait un impact, qu'il ait un effet. Et c'est là où, par exemple, ce qui va être important, c'est de travailler ce qu'on appelle la demande client. Quelquefois, de clarifier les demandes, hein, qui sont soit trop détaillées, soit pas assez. Et puis, vous avez surtout un point très important, c'est de dissocier la demande du besoin. Le risque, alors moi j'ai mis dans tous les projets, mais aussi quand on conçoit des formations, parce que c'est aussi en mode projet, hein, quand on conçoit un parcours de formation, c'est la demande, c'est on veut une formation pour nos managers ou la demande, on veut une formation pour nos chefs de projet. Mais ça, c'est une demande. C'est quoi le besoin? Bah, le besoin, ça va être d'identifier, et vous voyez, à droite, on a créé une histoire, un fil rouge qui permet, aux équipes projets de, par rapport à une demande d'une ville, de faire évoluer des choses, de les amener à travailler dans un cas décalé, ce que c'est que de clarifier la demande et puis très vite de dire, bah, par rapport à ce qu'on a vu dans le cas décalé qui permettait, de prendre du recul, dans vos projets, comment mettre en œuvre ce qu'on a vu? Comment éviter, hein, de vouloir, faire entrer, 8 éléphants dans une de chevaux ou en ayant une demande qui est très floue, de passer à côté, d'accord? Et le dire, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui va être important, c'est de le faire vivre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va avoir, c'est effectivement le pilotage du projet. Hein, hein, si hein, c'est parce qu'il y a des risques, de pas atteindre la solution, parce que c'est pas possible, parce qu'au début,
Il y a plein de projets où on sait à peu près où on voudrait aller, il y a plein de projets où on ne sait pas où on va aller, on sait qu'on a un problème et le projet, c'est de trouver la solution. Mais on va piloter, la qualité, la fiabilité de la performance, les délais, est-ce qu'on a un délai? Est-ce qu'on doit livrer pour telle date ou est-ce qu'on a du temps? Et puis quels sont les moyens? Alors ça peut être de l'argent, ça peut être du temps. Et puis on va avoir 2 choses, on va avoir les risques, mais aussi les opportunités. Il n'y a pas que des risques dans un projet. On n'est pas à l'abri, en avançant, de trouver des éléments. Et on devra et piloter, c'est bien de comprendre qu'on va faire des choix et qu'à un moment donné, quand on va faire des choix, on va les faire dans le projet, c'est normal, mais qu'à un moment donné, c'est tout à fait normal de faire remonter au-dessus le fait qu'il y a un risque. Mais pas en disant ça va pas, mais en venant proposer des solutions et en expliquant, bah, solution A, voilà le risque actuel, voilà ce que ça peut amener comme difficulté. Moralité, bah, je vous propose de faire ça, peut-être de décaler ça, ce qui permettra ça, mais qui a tel inconvénient, ou alors on peut faire ça, ce qui permettra ça, et à un moment donné, c'est normal que d'autres acteurs prennent la décision. Si je fais construire ma maison et qu'il y a un problème sur le chantier important, l'architecte, il va me solliciter, hein, il y a plein de choses qu'il va gérer avec les équipes sur le chantier, puis à un moment donné, il va venir me voir, donc voilà, on a rencontré tel problème en avançant, alors option A, option B, option C. Et ça, cette notion-là est importante parce que beaucoup de gens partent du principe qu'ils doivent s'en sortir et doivent tout gérer. Ou à l'inverse, dès qu'il y a un problème, on remonte au-dessus. D'accord. Et ce qui va être important aussi, ça c'est une notion fondamentale, c'est de ne pas partir des contenus disponibles, mais de dimensionner la conduite de projet en fonction du projet. Alors, ça paraît une notion évidente, mais très souvent, on essaie d'appliquer les mêmes outils, quel que soit le type de projet. Alors, un des éléments que j'ai abordé dans les webinaires précédents et que je reprends, ça peut être lié aussi à l'organisation dans laquelle on travaille et ce qui est attendu pour mon projet. Oui, là, alors c'est un modèle que j'ai repris. Ceux qui utilisent, Disk, Herman et cetera, vous allez retrouver des éléments, mais on a, par exemple, si je suis dans un univers hiérarchie, c'est-à-dire pour moi, on s'attend à minimiser les risques, à suivre des procédures et cetera, c'est normal qu'on dimensionne ça, qu'il y ait plus de planning, qu'il y ait plus de suivi, parce qu'on est sur des sujets dans lesquels on doit respecter un certain nombre de choses. Si à l'inverse, on est dans l'adocratie, c'est-à-dire qu'il faut créer des choses nouvelles, on peut faire des erreurs, on peut, etc., on ne pilotera pas le projet de la même manière. Mais si je suis que dans on fait en premier, on ne s'organise pas, on court partout, on va très vite s'épuiser. On va aller piquer à ceux qui font des projets plutôt en mode hiérarchie, des choses qui peuvent nous être utiles, mais le juste nécessaire. À l'inverse, si on est en hiérarchie, on va peut-être aller piquer à l'adocratie des éléments tels que la priorisation, tels que. Et si on retrouve les grandes méthodes agiles, hein, c'est de la hiérarchie et de l'adocratie. Euh, on, a, on modifie en avançant des choses, mais on a des rituels tous les jours, toutes les semaines, on fait le point et on ne fait pas tout. Puis on a d'un autre côté, le côté marché où pour aller vite, souvent on travaille seul. Et d'un autre côté, le côté clan où on bosse ensemble, mais ça peut être plus lent. Donc à un moment donné, on va se donner un délai, puis peut-être que par moment, on travaillera seul, mais on travaillera à plusieurs. Donc voilà, c'est voir mon projet de quoi il a besoin et comment je vais aller chercher dans d'autres éléments, hein. Si on est sur un projet à très haute stratégie avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de risques et beaucoup de gens qui regardent, on a intérêt à mettre en place des actions qu'on fera moins sur d'autres. Le piège, hein, c'est qu'on essaie de faire tous les projets de la même manière. Et par rapport à ça, alors c'est un petit tableau, hein, c'est pour sourire, mais si je veux construire une maison, une cabane dans un arbre, une hutte, une maison ou un château, bah, je vais avoir à chaque fois la qualité attendue, les phases importantes, l'équipe projet, les outils projet, le délai et le coût. Bah, si je veux construire juste une cabane dans les arbres pour mes gamins ou s'ils veulent le faire eux-mêmes, voilà. Bah, on va se mettre ensemble, on va avancer et puis, bah, le délai, c'est tant qu'on est en vacances et puis avant qu'il pleuve. Si je veux construire, une maison, dans les délais, ça peut être des contraintes. Si on doit absolument avoir emménagé dans la maison avant telle date, il y a des choix qu'on fera qui seront différents de, on a le temps, d'accord? Et on va à chaque fois dimensionner, on va retrouver des éléments et dans le même projet, on peut avoir des lots qui seront, à une certaine ligne et d'autres lots qui seront à d'autres lignes, hein. On va comme ça s'organiser. Mais l'important, c'est de piloter en mode projet. L'important, c'est pas forcément d'aller capter, heu
ce qui est en bas pour le mettre en haut. Hein, moi, je suis intervenu pour l'entreprise où, pour tout type de projet, ils utilisent une méthode qui est une méthode extrêmement intéressante, mais qui est pour des gros projets avec plein de livrables, plein de documents. La moralité, la plupart des personnes n'ont plus envie d'utiliser le modèle. Et pour vous montrer, j'ai pris, alors ça c'est des dessins, je me suis entraîné, hein, sur ChatGPT, mais on a en haut, bah, cette pauvre chef de projet, elle a plein d'outils, plein de livrables et c'est l'enfer. Et puis en bas, bah, elle a moins d'outils et ça se passe quand même mieux. Et je vous donne 3 exemples de ce qu'on a créé ces dernières années. Un de nos clients dans le domaine de la distribution, c'est une grosse boîte dans le monde entier, et cetera, ils avaient fait des formations sur le mode projet, mais ils me disaient, «Ouais, mais c'est un ingénieur qui nous fait ça et donc nous, on n'est pas ingénieurs, nous, on fait pas d'usine, nous, on crée des magasins, on crée de nouveaux produits». Et j'aurais proposé de réunir 10 chefs de projet expérimentés de différents métiers et de construire ensemble le référentiel, hein. Un laboratoire pharmaceutique, 15 personnes ont travaillé pendant 1 an à faire un référentiel. Moralité, après son déploiement, 6 mois plus tard, il y avait 15 personnes qui l'utilisaient. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient communiqué, mais ils n'avaient pas accompagné, sa mise en œuvre. Et enfin, troisième exemple, 3 sites qui ont des expériences différentes et ils avaient un objectif d'arriver à un référentiel commun. Alors ça peut demander des années. On a plutôt travaillé sur, quels sont les éléments du référentiel qu'on doit partager, parce qu'on est sur des projets communs et qu'est-ce qu'on doit garder de spécifique par rapport à des projets locaux qui, eux, ont besoin de ça. Et en partant non pas de l'ensemble du référentiel, mais des points importants, ça a permis que les projets fonctionnent mieux, d'avoir les mêmes repères. Hein, parce que si on essaie de d'aligner 3 sites qui ont tous les 3 envie qu'on prenne leur référentiel, ça va être super long. Et donc, ça serait intéressant de se servir du référentiel, non pas comme la finalité, hein, mais comme un moyen. Le référentiel est là pour nous aider. Alors, Serge, pourquoi je ne vois et entends rien? Est-ce que les autres, vous m'entendez? Si je parle dans le vide, vous me le dites. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi. Serge qui dit: «Pourquoi je vois et j'entends rien?» D'accord? Vous me dites. Alors, c'est bon, OK, top. Alors, autre point, et ça, c'est un point important parce que très souvent, hein, l'un des pièges dans le mode projet, c'est ce qu'on ne donne pas d'étape, hein, et donc ça se passe rarement comme prévu, hein. Si le plan se passera jamais comme prévu, mais si on fait pas de plan, on ne sait pas où on va, et souvent, on démarre par le comment et pas par le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on découpe le projet en étapes? Bah, pour éviter de faire la solution quand on n'a pas encore compris le problème. Voilà, c'est bête comme tout, mais en France, dès qu'on a un problème, beaucoup de gens, surtout les ingénieurs ou les gens qui sont câblés comme ça, et c'est normal, il faut essayer de trouver la solution. Bah, quelquefois, on va dire: «Attends, déjà comprenons quel est le problème». Et on va avoir, par exemple, alors je vous donne quelques exemples, mais chaque entreprise a ses propres termes. On va avoir déjà une première phase, on va analyser, puis on va définir la faisabilité. L'idée, c'est qu'on se coordonne. C'est que voilà, on est actuellement dans la phase de faisabilité. Alors on peut commencer à faire des bouts de réalisation pour voir si ça fonctionne, mais on ne va pas commencer à réaliser alors qu'on ne sait pas encore si ça va être utile, hein, et donc ce qui va être important, après on prend la méthode qu'on veut. Ça peut être le cycle en V, ça peut être l'agile, ça peut être l'hybride. L'important, c'est qu'on prenne la méthode adaptée au projet et qu'on ait surtout des grandes étapes. Et je vous ai mis en haut à droite un visuel qu'on avait créé pour plusieurs de nos clients. On raconte une histoire, hein, c'est une fiction dans laquelle on va voir les différentes étapes d'un projet. Alors, c'est pas un business game en ce sens qu'on n'est pas, enfin, on prend les bons moments, mais ça permet de travailler sur la première étape, sur la deuxième, sur la troisième. Moralité, ça permet de voir l'importance, par exemple, de l'analyse stratégique, qui est de poser des questions aux commanditaires et de faire des boucles. Hein, parce que beaucoup de gens, enfin, c'est pas parce qu'on est en réalisation qu'on va pas revenir à l'analyse stratégique si on se rend compte qu'il y a un élément nouveau, quelque chose qui vient d'apparaître. D'accord? Autre point qui va être important, et ça c'est dans l'analyse stratégique, oui, je vais un peu décliner certaines étapes. Alors dans certains univers, c'est tout à fait, répandu. Dans d'autres, bah non, il y a une demande, on la fait. Bah, ça va être d'analyser, de voir quelle est la demande, de faire une analyse stratégique, de remplir un cahier des charges. Mais cahier des charges, il peut faire 2 pages. Il y a des fois, il fera 500 pages et des fois, il fera 2 pages. L'intérêt, c'est d'avoir un contrat
entre le commanditaire et l'équipe projet sur ce qui est attendu et qu'on fera évoluer. Alors le cahier des charges, il peut venir, il est déjà fait, comme on peut le faire. Mais l'important, c'est qu'il y ait le cahier des charges. Et ça peut être 3 lignes, si on est sur un projet entre nous, mais qu'on se mette d'accord au début sur à quoi on veut arriver pour éviter d'être d'accord sur le fait d'un truc un peu flou. Alors au début, tout va bien et ensuite ça se passera beaucoup moins bien et aussi point important, c'est normal qu'il y ait des évolutions, d'où l'importance de tracer un petit peu ce qu'on a fait, de façon à ce que quand on va voir après qu'on a pris telle décision, de comprendre pourquoi cette décision a été prise. Mais ça ne veut pas dire forcément de noter jour par jour ou heure par heure ce qu'on a fait. Vous voyez, ça va dépendre du projet. Vous avez ensuite un point fondamental, alors ça c'est fondamental, c'est clarifier les rôles de qui fait quoi quand. Alors vous avez à gauche des termes et à l'intérieur, ce qui est important, c'est pas la définition sur est-ce que c'est clair que c'est à la personne de faire ça ou de s'assurer que ça soit fait et d'avoir un organigramme le plus clair possible. Voilà, j'ai mon chef de projet, j'ai quelqu'un qui va m'aider, j'ai des responsables de l'eau qui, eux, vont s'assurer d'une partie, j'ai des personnes et j'ai pas 50 000 personnes qui est dans l'équipe projet et j'ai des personnes qui peuvent être du début à la fin dans mon projet, puis des personnes qui vont arriver à un moment du projet, qui vont ressortir. Et avec ces personnes-là, d'un peu clarifier et de leur redonner quels sont les enjeux, à quoi on veut arriver, quelles sont les grandes étapes. Hein, parce que c'est un point important, si on travaille en équipe, mais l'idée, ça va être de se coordonner et de se mettre d'accord. Hein, le responsable projet, quel est son rôle? C'est à lui de gérer ça au niveau du projet, mais le responsable de l'eau, il gère et puis il vient avec des solutions et puis on interagit. Et souvent, cette clarification n'étant pas faite, ou de façon très théorique, tout le monde est d'accord au début du projet et après ça coince. Et vous voyez, bah, je reviens sur 3 autres sites, ça c'était trois autres, dans lequel on s'est rendu compte que derrière le même terme, ils mettaient pas les mêmes choses, hein. Pour eux, le rôle d'un chef de projet, d'un responsable de l'eau, du commanditaire, bah, sur les 3 sites, dans le premier site, le commanditaire qui était le patron du site, il décidait de tout, il voulait tout savoir, il voulait tout voir. Dans l'autre, bah, le patron du site partait du principe que c'était pas lui forcément le commanditaire et cetera. Donc ça a été important qu'on pose les choses, non pas pour arriver à un truc commun, mais pour comprendre que dans tel site, bah, ça passait par lui, dans tel autre, c'était tel autre. On travaille aussi pour des clients dans lequel c'est des chefs de projet qui sont à l'aise sur l'aspect méthodologique, comme beaucoup le sont. Par contre, ce qui va être important, c'est la relation humaine avec les différents acteurs, surtout dans l'univers de recherche et développement où les temps sont courts. Et puis, on a aussi beaucoup maintenant ce qu'on appelle manager une équipe projet, c'est-à-dire comment je vais accompagner, développer l'autonomie, mobiliser, et cetera, qui sont complémentaires de l'aspect, plutôt technique et méthodologique. Alors, point aussi très important, c'est la faisabilité et qu'à un moment donné, on ne trouve pas de solution ou que la solution ne soit pas ce qui était prévu, c'est normal, hein. Et alors ce qui marche bien en formation, hein, c'est d'avoir des activités dans lesquelles ils testent quelque chose, comme des choses de construction et ils voient qu'entre ce qu'ils avaient prévu et la réalité, il peut y avoir un écart. Parce que sur le papier, tout marche toujours bien. Et c'est là, on va rentrer dans le détail et c'est pas gênant de remonter, de clarifier, de faire des contre-propositions. C'est bien ça qu'on attend d'une équipe projet. C'est pas forcément de réaliser absolument ce qui était prévu comme c'était prévu. Sinon, c'est pas un projet. Alors, j'avance rapidement sur celui-là. Point fondamental, c'est constituer l'équipe projet et on a bien, hein, la compétence et l'expérience des personnes, mais aussi la capacité et si j'ai quelqu'un de super compétent, expérimenté, mais qui bosse solo et vraiment, en indépendant et si j'ai quelqu'un qui est un peu moins compétent et moins expérimenté, mais qui sait travailler en mode projet, je préférerais le deuxième. Parce que déjà le deuxième, il saura bosser avec le premier, d'accord? Et donc on va retrouver, hein, le fait que par moment, une bonne équipe projet, c'est pas forcément des personnes qui sont d'accord et donc il faudra peut-être renforcer la capacité des acteurs à gérer les tensions et à en sortir par le haut, d'accord? Voilà et c'est intéressant, mais avoir une équipe complémentaire, ça veut dire qu'on peut avoir des personnes qui aiment bien s'y prendre à l'avance pour s'en débarrasser, alors que moi, j'ai l'habitude de tout faire à la dernière minute. Hein, il y a des gens comme ça qu'on appelle des créatifs. Alors que le méthodique, voilà, bah, comment est-ce que 1 + 1 = 3? Comment s'appuyer sur les forces, du méthodique qui fait qu'il anticipe et du créatif qui fait, qu'il est capable de réagir à la dernière minute et l'idée, c'est de prendre le meilleur
des 2, sachant que dans une équipe projet, ça peut être très complémentaire, comme on peut avoir beaucoup de difficultés à se comprendre. Alors, il en reste encore 2 ou 3. Alors ça, c'est un point fondamental aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des plannings? Hein, parce que souvent on va faire un planning. Pourquoi est-ce qu'on fait des plannings? Parce qu'il y a un risque non négligeable, vu l'activité, vu la distance, vu qu'on n'est pas dans le même bureau, qu'on ne travaille pas sur les mêmes choses, que si on n'a pas des moments où, on se cale, bah, on n'arrive pas à se coordonner. C'est-à-dire, moi j'attends que tel acteur fasse ça pour faire ça, bah, lui il prend 15 jours de retard, moralité, bah, moi j'explose le délai. La coopération, c'est on est bien d'accord pour le 12, chacun va amener des choses qu'on va mettre en commun. Et puis alors la collaboration, c'est pas uniquement une décision, c'est d'être capable, malgré le temps qui passe, qu'à un moment donné, on se dise: «Tiens, allez, on se prend 1 heure et on avance ensemble sur le sujet». Et ça, si on n'a pas un planning qui l'anticipe et qui augmente les chances de l'avoir, on a souvent cette motivation, mais on n'a pas la réalité. Ah, mais on fait un planning pour voir où on en est et prendre des décisions d'action. Alors, si vous le dites, tout le monde est d'accord. L'idée, c'est de le faire vivre en montrant que dans l'urgence, on a tendance à pas penser, pas échanger, pas partager, pas anticiper, pas prévoir, pas débriefer, hein. La collaboration, c'est aussi avoir prévu dans le planning un moment où à la fin du projet, on débriefe du projet. On tire enseignement. Si on le fait pas, et ben, on enchaîne sur un nouveau projet. Et puis, bah, on va retrouver des éléments. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, faire un planning, si on a le temps et qu'il y a quelques interactions, le planning, il sera léger. Si par contre, c'est tendu, il faut vraiment qu'on se structure, qu'il y a beaucoup, d'interactions entre les acteurs, qu'il y a beaucoup de risques, qu'on aille plus loin, à ce moment-là, sur ce moment-là, on va faire porter un effort. Mais quand on a le temps et qu'on a des marges de manœuvre, on va moins faire porter son effort pour éviter d'être tout le temps en train de planifier. Donc on va partir du besoin et on va le faire vivre. Beaucoup de gens remplissent des plannings et après, comme c'est pas exploité, très vite ils arrêtent. Hein, on n'est pas là pour remplir un planning, on est là pour se servir du planning, pour éviter de décaler, pour éviter les effets que je présentais précédemment. Alors, si je continue, là, on arrive dans le cœur du réacteur, c'est la réalisation, où on va retrouver les 4 profils que je présentais tout à l'heure. Mais si on a fait les 8 précédents, ça se passe beaucoup mieux. Souvent, les problèmes arrivent là parce que les 8 précédents ont été trop vite faits, mal faits ou pas assez faits. Et quand on arrive à la construction de la solution, alors là, tous les problèmes apparaissent, hein. Donc, finalement, c'est là où on retrouve le métier des acteurs. Et oui, ça peut être long, il peut y avoir des difficultés, mais il y en a beaucoup qu'on aura pu déminer et anticiper avant. Et enfin on va avoir un autre point, alors ça aussi, ça s'anticipe, c'est co-construire, hein, cette notion de co-construction. On peut co-construire dans le projet, on peut co-construire à côté du projet, on peut associer les utilisateurs, mais si on ne le prévoit pas dans le planning, on avance, on prend du retard, puis on se dit: «Bah, pour gagner du temps, on avance tout seul comme des grands» et quand on livre aux utilisateurs, bah, il manque une partie. D'ailleurs, maintenant, ça se fait de plus en plus d'associer dès le début des utilisateurs à condition qu'ils soient, en phase avec ceux, heu qu'on voudrait avoir. Éviter d'avoir le super utilisateur qui va faire des demandes dont ses collègues n'auront pas besoin. Moi, j'ai vu ça dans une entreprise, ils avaient mis un super utilisateur qui avait demandé plein de choses parce que lui, il s'en servait, alors que tous ses collègues n'en avaient pas besoin. Donc on va prendre des personnes qui sont représentatives. Et puis, bah, le dernier point, le grand classique, hein, c'est une fois que c'est fini, une fois que c'est lancé, le projet s'arrête pas là. C'est la mise en œuvre qui va être importante. Comment j'accompagne le changement, comment je forme, comment je fais le service après-vente, comment j'améliore l'existant. Et vous voyez, on a un jeu qui s'appelle Polaris. On démarre beaucoup de nos formations projets par ce jeu où on voit un déploiement de choses qui ont été prévues. Et les équipes, en le vivant, se rendent compte qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas, ce qui permet de dire bah, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant. Moralité, quand à la fin de la formation, en changeant des éléments du jeu, ils le refont, ils se rendent compte qu'en ayant prévu les points qu'on a vus avant, ça se passe beaucoup mieux dans le déploiement et la mise en œuvre. D'accord. Et enfin, bah, conclusion, last but not least, on va valider la solution. Ça, souvent, on le fait, mais souvent, ce qui manque, c'est de capitaliser. Hein, c'est de reconnaître qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois. Or, si on n'a pas cet effet-là, j'ai agi, j'ai un retour, bravo, merci, bah, beaucoup de gens ensuite ont plus forcément envie de participer dans les projets.
OK? Donc voilà, donc ça, c'est 12 éléments, qu'on ne retrouvera pas dans chaque intervention, mais en général, on va retrouver l'un ou l'autre et quelquefois c'est un peu plus, c'est un peu moins, parce que tous ces éléments sont importants. Alors est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Avant que je passe aux questions et que je vous présente, quelques conseils? Dites-moi. Vous êtes en train d'écrire, donc je vous montre, hein, le un conseil, voilà, ça c'est quelques conseils pendant que vous écrivez vos questions. Donc, on va mettre en place des actions adaptées et surtout, faut pas réparer ce qui est pas cassé. Donc, on va partir du besoin et des acteurs et pas du contenu, d'accord? Ça, c'est le premier point. Un conseil, beaucoup on parle trop souvent du quoi et du comment. Alors c'est important, hein, mais le pourquoi on le fait, qui est concerné, pour qui et avec qui on va le faire, c'est super important. Le point important, hein, c'est l'apprentissage, le transfert et le retour d'expérience et pas le contenu. La règle des 20-80, bah, c'est, hein, il vaut mieux prendre 20 du référentiel qui sera utile dans tout le projet que 100 du référentiel et un truc auquel, enfin 2 trucs auxquels on croit, par expérience, hein. Des personnes motivées réussiront avec une méthode imparfaite, hein. Des acteurs dans l'équipe projet qui utilisent bien un truc simple réussiront mieux qu'un truc compliqué que personne n'a envie d'utiliser et puis, quelquefois, faut toujours poser la question de quel est l'intérêt de cette méthode ou de cet outil? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Dites-moi. Des réactions, des réflexions, enfin, dites-moi, dites-moi. Voilà. Est-ce que ça vous donne des idées de choses à faire ou est-ce qu'il en manque? Enfin. C'était clair, merci. Merci Céline. Alors dites-moi, hein, est-ce qu'il y a j'attends de voir. Alors, ce que je vous propose, pendant que vous regardez, j'ai mis les 12 points que j'ai présentés, hein, voilà, c'est les 12 points que je vous ai présentés que vous aurez mon support. Ce que je vous propose, c'est qu'individuellement, vous mettiez peut-être les 3, hein, vous mettez les 3 numéros, c'est intéressant de voir, hein, où vous dites, bah, dans les projets sur lesquels j'interviens ou sur lesquels on intervient, hein, ça serait quoi les 3 sur lesquels il faudrait mener en priorité des actions pour avoir des retours sur investissement rapides. Parce que c'est aussi important, hein, dans le mode projet, de ne pas tout changer, mais de renforcer là où il y a besoin. Alors, si vous me dites les 12, c'est bien, mais voilà, ça serait quoi les 3 numéros sur lesquels vous vous dites: «Dans mon environnement, hein, pour que l'humain, pour que les équipes réussissent mieux les projets ensemble, ça serait quoi à renforcer?» Alors, 1, 4 et 5, la réussite du projet, oui. Définir le projet en accord avec le commanditaire et clarifier, oui, et c'est alors, tous sont intéressants, mais voyez, hein, alors je les ai pris dans l'ordre, mais par exemple le 12, ça c'est sympa de démarrer avec une équipe projet, nous c'est ce qu'on fait, hein, ce qu'on conseille dans la réunion de lancement, hein, quand on est avec l'équipe projet, de faire du 12. C'est-à-dire de dire: «Bah, voilà, vous qui avez déjà vécu des projets ici ou d'autres projets, c'est quoi les 2-3 points, qu'on doit absolument avoir en tête, qui feront que le projet va réussir, ce projet-là?» Hein, auquel, voilà, et OK, donc ensuite 2-3-5. Ouais, le pilotage de projet et son dimensionnement, ça c'est important le dimensionnement, hein, c'est, hein, on pilote le projet pour qu'il réussisse et non pas, la réussite du projet, c'est son pilotage. Donc OK, ensuite j'ai du 10-7-11, bah, je dis à haute voix parce que ceux qui regardent, la vidéo en replay ne voient pas ce qui est écrit. Donc 10-7-11, oui, co-construire. Oui, oui, alors, hein, co-construire, il y a plein de projets dans lesquels c'est super important, d'associer les utilisateurs et les bons. Les bons, c'est-à-dire des représentatifs. Ensuite 1-5-7 pour nous 5-8-11. 5-8-11, OK, top. 4-5-10, ouais, 4-5-10, d'accord. 2-3-5.
2, 5, 8, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, alors ça, je l'ai pas mis, il y a aussi beaucoup d'organisations dans lesquelles il y a des, alors je dis des chefs de projet, hein, mais ça peut être tout type de personnes. Il y a des personnes convaincues, expérimentées, et cetera, et qui, dont c'est le métier, hein, et c'est un vrai métier, hein, chef de projet sur des gros projets, c'est un vrai métier, et ils ont envie que ça se diffuse, et quelquefois, ils peuvent avoir du mal à simplifier le message. C'est-à-dire qu'ils présentent tout ce qu'il faudrait faire, ils expliquent tout ce qu'ils font. Moralité, tous ceux qui sont autour trouvent qu'il est urgent de s'éloigner, hein. Donc, c'est aussi quelquefois de se faire violence, hein. Ça nous est arrivé qu'on soit sollicité par des gens très expérimentés pour qu'on fasse le lien entre ces groupes très expérimentés et l'ensemble de l'organisation pour qu'il y ait plus cette culture projet, pour que chacun puisse s'intégrer. Et c'est vrai que c'est plus facile. Beaucoup de 5 dans les réponses. Oui, Sylvain, effectivement, clarifier et définir les rôles des acteurs du projet, sachant qu'après hein, il y a, responsable de programme, alors moi j'ai connu une organisation dans laquelle tout le monde était chef de projet. C'est-à-dire ils étaient tous chefs de projet. Il y avait que des chefs de projet, puis il y avait pas d'équipier projet. Dès qu'ils avaient un bout de truc, ils étaient chefs de projet. Alors après, il y a un clin d'œil. On travaillait pour la Française des Jeux sur les méthodes projet. Puis un jour, on dit voilà, ça c'est le responsable de l'eau. Puis il nous regarde, le responsable de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait là, le responsable de l'eau? À votre avis, pourquoi ils ont eu cette réaction? Responsable de l'eau. Ah, c'est vraiment un clin d'œil, ça m'a marqué parce que, à votre avis, à la Française des Jeux, c'est quoi un responsable de l'eau? Est-ce que vous avez une idée, responsable de l'eau, ce que c'est? Je vais vous le dire après. Si vous... Alors, le responsable de l'eau, roulement de tambour, c'est la personne qui donne l'échec au gagnant, qui est responsable du lot, d'accord? Non, non, un responsable de l'eau, hein, à l'époque, pour eux, c'était le commercial qui allait à l'endroit dire Monsieur Machin, grâce au loto, a gagné 1 million d'euros. C'est le responsable de l'eau. Donc pour eux, on avait modifié le titre pour que responsable de l'eau, ça soit bien pour ces personnes-là. Il y avait un autre titre. Voilà. C'est juste se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on met derrière. Alors, on arrive au bout de ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. C'est super intéressant. Je reprendrai les numéros que vous avez mis. Et c'est vrai qu'il y a, quand on intervient, enfin, c'est toujours intéressant d'avoir cette phase d'étude, de se rendre compte de quoi les personnes ont besoin. Et par exemple, on veut une formation à la conduite de projet ou la réussite des projets. C'est super, génial. Dites-moi plus. Qu'est-ce qui marche bien chez vous? Qu'est-ce qu'on doit renforcer? Qu'est-ce qui marche moins bien et pourquoi? Bah, quelquefois, bah, on a un super référentiel, mais personne ne l'utilise. Bah, peut-être regarder quoi dans le référentiel et est-ce que c'est un vrai référentiel? Qu'est-ce qui sera utile? De quoi ils ont besoin? Dans d'autres, c'est on n'a pas les mêmes outils. Bah, il n'y a pas de problème. L'important, c'est pas l'outil, c'est qu'on ait des moments où on va se caler par rapport à l'outil. Donc, s'il n'y a pas de questions, on arrive au bout de ce webinaire. Dites-moi dans la conversation, c'est quoi l'idée clé que vous retenez? C'est-à-dire le truc clé que vous retenez, que je vous ai présenté aujourd'hui. Si, hein, il y a un collègue qui vous dit: «Tiens, tu as participé à un webinaire, c'est quoi le truc que tu en retires?» Hein, et puis ensuite, bah, il est 16h23, si on finit à 16h25 et que vous avez, 5 minutes de plus par rapport à ce qui était prévu, ça gênera personne. Donc c'est quoi l'idée clé, le truc clé, que vous retenez, par rapport à ce webinaire? Volontairement, j'ai pas voulu rentrer dans le comment, hein. Oui, on fait des ateliers, oui, on fait, des moments d'échange, oui, on fait des formations. Enfin après il y a plein d'outils pour le faire. Mais si on se trompe de diagnostic sur ce qu'il faut renforcer, on aura juste passé un moment sympa. Donc c'est quoi ce que vous retenez comme idée clé? Tic, tic, tic. Un projet ne peut être parfait et remplir tous les critères, il faut faire des choix. Ça, c'est une ligne super important. Hein, il y a une méconnaissance de ce que c'est que le projet en France. On a beaucoup de personnes qui croient que, bah, j'ai un projet, c'est de faire enfin,
que voilà, que le projet, ça veut dire juste j'ai décidé de faire quelque chose. Non, non, si on est en mode projet, c'est qu'on sait qu'il va falloir mettre en place des actions pour atteindre quelque chose, parce que si on ne le fait pas, il y a un risque de ne pas atteindre la qualité, de dépasser le délai, d'exploser les ressources, ou qu'il y a des risques qu'on doit anticiper. Oui, avant de foncer sur les outils et la solution, bien poser la question et l'objectif, ça pourra aider, absolument, tout à fait. Adapter sa gestion de projet, il n'y a pas de règle absolue et on va dimensionner, hein, voilà, et valoriser la capitalisation. C'est hein, moi j'étais récemment avec des personnes expérimentées sur justement, manager des équipes projets et ils ont été assez surpris au début parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce que je passe pas mal de temps à formaliser leurs pratiques, ce qu'ils faisaient déjà et on a travaillé sur ce qui était nouveau ou particulier ou et travaillé sur ce qui est nouveau et particulier. C'était pas forcément leur apprendre des choses nouvelles, mais c'était leur donner une grille qui permet de comprendre ce qui se passe, échanger avec des collègues. Et finalement, ils m'ont dit à la fin, mais c'était super parce que d'habitude, on sort avec 20 trucs à faire et on n'en fait aucune. Là, on sort avec chacun un ou deux trucs à faire, on voit concrètement comment faire et sans tout changer, on va pouvoir y arriver. C'est ça aussi un projet. Sur ce, on arrive au bout du temps imparti. S'il y a des questions, moi, j'y réponds avec plaisir. Vous avez en haut, vous pouvez cliquer, pour, rentrer en contact avec nous si vous souhaitez aller plus loin, avoir des réponses, des suggestions. Si vous voulez me suivre sur LinkedIn régulièrement, je publie, des choses sur, différents sujets. Ça peut être le changement, ça peut être la gestion des tensions, ça peut être le management et cetera. Le prochain webinaire, il y a de fortes chances qu'il soit autour des relations au sein des équipes projets ou des équipes dans tout ce qui est collaboratif avec la gestion des tensions ou alors un autre sujet, l'un ou l'autre, qui va être renforcer la capacité des relais, les formateurs, les tuteurs, les coachs internes dans l'accompagnement de la réussite des projets ou des transformations, sachant qu'il y en a un qui se fera avant l'autre. Enfin, je n'ai pas encore acté, celui du mois de janvier. Sur ce, il est 16h27. Je vous remercie de votre présence, hein, alors on voit Marc-Antoine qui dit: «L'importance de sécuriser le déroulement des projets». Oui, la notion de jalon est extrêmement importante avec, hein, une notion qu'on doit clarifier, le go, no go. Alors vous voyez, c'est des termes, qui au bout d'un moment, quand on a l'habitude, paraissent évidents, hein, on va faire un j'ai un no go, bah, le go, c'est je passe l'étape, tout va bien. No go, c'est j'y vais pas, mais très souvent, on a un go, on passe l'étape avec des réserves, il y a des choses à clarifier, ou on a un no go avec des réserves, c'est-à-dire non, on passe pas à l'étape d'après, on passe pas à l'étape de réalisation parce qu'il y a encore des incertitudes, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Et cette notion de c'est normal que le projet avance pas, qu'il y ait des soucis ou qu'il s'arrête, parce qu'à un moment donné, il y a d'autres priorités ou parce qu'en avançant, on s'est rendu compte qu'il y avait des risques qu'on ne veut pas assumer, bah, c'est normal. Et bravo, félicitations en tant qu'équipe projet, vous avez su nous faire remonter ce risque plutôt qu'on se le prenne, hein. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que s'il y a un risque qu'on n'arrive pas à surmonter et qu'on s'arrête, c'est quelque part de la faute de l'équipe projet. Sur ce, il est 16h28. Je vous remercie de votre participation. Si vous avez des questions parce que vous regardez en replay, contactez-moi, c'est avec plaisir. Merci à vous. Bonne fin de journée, bon après-midi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en région parisienne, il pleut. Merci, au revoir. Voilà, si vous avez, voilà, je vais arrêter l'enregistrement bientôt. Si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous aimeriez dans un prochain webinaire que je fasse différemment, et cetera, vous me le dites aussi, hein. C'est intéressant parce que, hein, heu, on apprend tous les jours. Voilà, 5, 4, 4, 3, 2, 1, top. Merci à vous.